Si vous êtes monté un jour dans une voiture en France, vous connaissez Michelin. Le petit guide rouge glissé dans la boîte à gants avant les vacances, la carte qu'on dépliait sur le capot, le bonhomme blanc tout en pneus qui veillait depuis la façade du garage. Mais derrière ce compagnon de route, il y avait un empire. Le premier fabricant de pneus du monde, passé du 10e au premier rang mondial et qui, à Clermont-Ferrand, faisait naître, soignait et enterrait des générations entières d'ouvriers. Elle a tout traversé. Survécu à 2 guerres mondiales, survécu à l'embargo sur le caoutchouc en fabriquant des landaux et des jouets, survécu à la Grande Dépression et à un siècle de bouleversements. Et puis, en pleine prospérité, alors qu'elle n'avait jamais gagné autant d'argent, elle s'est mise à fermer, une à une, ses usines françaises. Comment un nom qui accompagnait chaque famille française a-t-il pu éteindre, l'un après l'autre, les ateliers qu'il avait fait naître ? Chapitre 1 – Les balles de caoutchouc de Madame Daubrée. Les 2 cousins s'appelaient Aristide Barbier et Nicolas-Édouard Daubrée. Barbier était né en 1800, Daubrée 3 ans plus tôt, en 1797. Des hommes du tournant du siècle, élevés dans le fracas et l'incertitude de l'après-révolution, à une époque où un homme entreprenant pouvait encore décider que sa fortune se ferait ailleurs que là où il était né. Il quitte donc Paris pour l'Auvergne, et il monte une affaire qui n'a, au départ, rien de romantique, du matériel agricole. Plus précisément, des machines pour l'industrie du sucre de betterave. Il faut comprendre ce que représentait la betterave à cette époque. Sous Napoléon, le blocus continental avait coupé la France du sucre de canne des colonies. Pour ne pas priver le pays de sucre, on s'était tourné vers la betterave, cultivée sur le sol français. Et tout un appareil industriel était né autour d'elle. Des raffineries, des presses, des machines. Barbier et Daubrée fournissaient cet appareil. C'était une affaire sérieuse, honnête, parfaitement banale. Le caoutchouc, lui, est entré dans cette histoire par la porte de derrière, par accident, par une femme. Cette femme, c'était l'épouse de Daubrée, Elisabeth Pugh Barker. Et elle portait en elle un secret de famille qui allait tout changer. Elle était la nièce d'un chimiste écossais nommé Charles Mackintosh, l'un des pionniers du caoutchouc, l'homme dont le nom est resté attaché aux imperméables. Dans l'atelier clermontois, Elisabeth Pugh Barker se met à fabriquer des balles en caoutchouc. De simples balles, pour s'amuser, pour les enfants. Mais en faisant cela, elle introduit en Auvergne un savoir-faire qui n'y existait pas. Le travail du caoutchouc. Le geste, la matière, la chimie de cette gomme étrange venue des arbres tropicaux. Personne, dans cet atelier, ne pouvait imaginer que ces balles d'enfants étaient la première pierre d'un empire. L'affaire prospère. Sous le Second Empire, Barbier et Daubrée atteint son apogée. Environ 400 salariés vers 1860. Pour l'époque, c'est une belle entreprise, une vraie réussite provinciale. Et puis les fondateurs meurent. Barbier en 1863, Daubrée l'année suivante, en 1864. À quelques mois d'intervalle, les 2 hommes qui avaient tout porté disparaissent. Et l'affaire, privée de ses bâtisseurs, commence à décliner. C'est une chose qu'il faut retenir, parce qu'elle reviendra plus tard dans cette histoire, comme un écho. Une entreprise n'est jamais plus fragile qu'au moment où ceux qui l'ont créée s'en vont. Pendant un quart de siècle, Barbier et Daubrée survivent sans vraiment vivre. Elle s'étiole. Elle perd son élan. Elle attend, sans le savoir, qu'on vienne la réveiller. Ceux qui sont venus la réveiller portaient le sang d'Aristide Barbier dans les veines. C'étaient ses petits-fils. 2 frères. 2 tempéraments. 2 génies différents, dont l'alliance allait produire l'une des plus formidables aventures industrielles de l'histoire française. L'aîné s'appelait André Michelin. Né le 16 janvier 1853, c'était un ingénieur, un vrai, diplômé de l'école centrale, l'une des meilleures écoles de France. À Paris, il s'était fait un nom dans la construction de charpentes métalliques, ces grandes structures d'acier type Eiffel qui définissaient la modernité de l'époque. André était l'homme des chiffres, de la logique, de la publicité, de l'organisation. Quand l'affaire familiale de Clermont menace de sombrer, c'est lui qu'on appelle. À partir de juillet 1886, il en prend la cogérance, à titre provisoire. Provisoire parce qu'André avait sa vie à Paris, ses chantiers, ses ambitions. Il n'avait aucune intention de s'enterrer en Auvergne pour sauver une usine de caoutchouc moribonde. Alors il fait appel à son cadet. Et le cadet, lui, était d'une toute autre étoffe. Édouard Michelin était né le 23 juin 1859.
Sur le papier, c'était le frère le moins industriel des deux. Licencié en droit, oui, mais surtout peintre. Un artiste, formé aux Beaux-Arts, dans l'atelier prestigieux de William Bouguereau, l'un des grands maîtres académiques de son temps. Imaginez l'homme, un jeune peintre parisien, sensible, cultivé, qui se rêvait sans doute une carrière de toiles et de salons, et à qui son frère aîné demande soudain de venir diriger une usine de caoutchouc dans une ville de province. On aurait pu parier que cela tournerait court. On aurait eu tort. Parce que c'est cet artiste, ce peintre, qui allait avoir l'œil pour voir ce que personne d'autre ne voyait, et les mains pour le fabriquer. Le 28 mai 1889, la bascule est officielle. La vieille maison Barbier et d'Aubray disparaît. À sa place, naît une société nouvelle, portant un nom qui allait devenir, sur tous les continents, synonyme du voyage lui-même, Michelin et compagnie. Plus de 130 ans plus tard, ce nom est toujours là, sur les usines, sur les pneus, sur les guides rangés dans les vides-poches des voitures de famille, sur le fronton d'une ville entière. Et au moment de cette fondation, les deux frères inscrivent dans les statuts un détail qui paraît technique, presque ennuyeux, mais qui va structurer tout ce qui suit. Michelin n'est pas une société anonyme ordinaire. C'est une commandite par action. Un statut particulier, ancien, qui sépare deux catégories d'associés. D'un côté les commanditaires, les actionnaires, qui mettent de l'argent et ne risquent que cet argent. De l'autre les commandités, les gérants, qui dirigent l'entreprise et qui en répondent, eux, sur leurs biens personnels, sans limite. Le gérant d'une commandite n'est pas un simple PDG révocable du jour au lendemain par un conseil d'administration. C'est un homme qui engage sa fortune, son nom, sa famille. Ce statut, choisi en 1889, Michelin ne l'a jamais abandonné. Il explique le pouvoir presque dynastique qu'ont exercé les Michelin pendant un siècle. Et il expliquera, bien plus tard, la solitude des hommes qui auront à signer les fermetures. Mais nous n'en sommes pas là. Nous sommes en 1889. Deux frères, une usine fatiguée, une ville de province et une matière magique dont presque personne ne soupçonne encore tout ce qu'on pourra en tirer. Il ne manque plus qu'une étincelle. Elle viendra, comme souvent, d'un homme de passage. Et d'une crevaison. Chapitre 2. Le cycliste anglais et le bonhomme de pneus. L'étincelle arrive en 1891. Un jour ordinaire, dans la cour de l'usine clermontoise, se présente un cycliste anglais. Sa bicyclette est équipée de l'une de ces nouveautés venues d'outre-Manche. Un pneumatique, un boyau gonflé d'air, qui rendait la route bien plus douce que les anciennes roues pleines. Le principe du pneu à air avait été breveté quelques années plus tôt, en 1888, par un Écossais, Dunlop. C'était une révolution de confort. Mais cette révolution avait un défaut, et ce défaut était terrible. Le pneu était collé à la jante. Collé. Si bien qu'à la moindre crevaison, et les crevaisons étaient innombrables sur les routes de l'époque, il fallait décoller le pneu, le réparer, le recoller, puis attendre que la colle prenne. Des heures de travail. Le cycliste anglais en fait l'amère expérience dans la cour de Michelin. Sa réparation prend une grande partie de la journée. Édouard Michelin regarde tout cela. Et le peintre, l'artiste, voit immédiatement le problème pour ce qu'il est. Non pas un défaut mineur, mais un mur. Tant que réparer un pneu prendra des heures, le pneumatique restera une curiosité réservée aux courageux. Édouard se met au travail. Et il invente le pneu démontable. Un pneu qu'on peut retirer de la jante et remettre en quelques gestes, sans colle, sans attente. La réparation, qui durait une demi-journée, tombe à un quart d'heure. Restez à le faire savoir. Et c'est là qu'intervient le génie de l'autre frère, André, l'homme de la publicité. Les Michelin comprennent une chose que beaucoup d'industriels de leur temps ne comprennent pas. Qu'un produit ne se vend pas seulement parce qu'il est bon, mais parce qu'on en parle. La même année, 1891, se court la grande épreuve Paris-Brest-Paris. Une course de cyclisme épuisante, des centaines de kilomètres, suivie par tout le pays. Le coureur Charles Théron s'y élance sur des pneus Michelin démontables. Il l'emporte. Et pas de justesse, avec plusieurs heures d'avance sur ses poursuivants. La démonstration est éclatante. Le pneu qui se répare en un quart d'heure
vient de gagner la plus dure des courses. Toute la France l'apprend. C'est la première grande victoire publicitaire de la marque et elle pose la méthode Michelin pour le siècle à venir. On ne se contente pas de fabriquer, on prouve, sur la route, devant témoins. Le succès est foudroyant. 4 ans plus tard, 10 000 bicyclettes roulent sur des pneus Michelin. L'usine fatiguée que les frères avaient reprise par devoir familial est en train de devenir une affaire qui dévore l'avenir. Mais le coup de génie suivant ne fut pas une invention technique. Ce fut une image, un personnage, un mythe. L'idée naît en 1894, à la foire de Lyon. Devant le stand Michelin, les frères ont empilé des pneus de toute taille, les plus gros en bas, les plus petits en haut. Édouard regarde cette pile et lance à son frère une phrase que l'histoire a retenue. Avec des bras et des jambes, cela ferait un bonhomme. André garde l'image en tête. Quelques années plus tard, un dessinateur du nom de Marius Rossillon, qui signait Au Galop, lui présente une affiche qu'une brasserie allemande avait refusée. On y voyait un buveur corpulent levant une chope, sous une devise latine empruntée au poète Horace, « Nunc est bibendum », c'est-à-dire « il faut maintenant boire ». André reconnaît le bonhomme de Lyon dans ce buveur ventru. Il fait transformer le dessin. Le buveur de bière devient un personnage tout entier fait de pneus, levant une coupe pleine de clous et d'éclats de verre, comme pour dire « Moi, je bois tous les obstacles de la route ». La devise reste, détournée, « Le pneu Michelin boit l'obstacle ». Bibendum est né en 1898. Le bonhomme blanc, l'un des personnages publicitaires les plus reconnus de la planète, qui sera élu logo du siècle par un jury international en 2000. Un siècle de route entière dans une silhouette de gomme. Et au moment même où Bibendum prenait vie, André Michelin tournait son regard vers une autre invention, qui n'avait rien d'un pneu, mais qui allait se révéler aussi durable que le caoutchouc lui-même. En 1900, André crée le guide Michelin, un petit livre rouge distribué gratuitement, tiré à 35 000 exemplaires. À l'intérieur, la liste des garages, des dépôts d'essence, des mécaniciens, des hôtels où l'automobiliste pourrait dormir, manger, faire réparer sa voiture. Pour saisir l'audace du projet, il faut un seul chiffre. Cette année-là, la France ne comptait que 2897 automobiles déclarées au fisc. 2897. Un guide pour un pays qui n'avait presque pas de voiture. C'était un pari sur l'avenir d'une audace folle, et André l'assume pleinement dans la préface, par une phrase qui sonne aujourd'hui comme une prophétie tenue. Cet ouvrage paraît avec le siècle, il durera autant que lui. Il a duré plus longtemps que le siècle. Le tournant gastronomique vient en 1926, avec la première étoile décernée aux bonnes tables. Puis le système des 3 étoiles s'installe au début des années 30. Viendront ensuite les guides verts, ceux des vacances, des cathédrales et des paysages. Mais l'idée profonde était déjà là, dès le premier guide rouge. Michelin ne vendait pas seulement des pneus. Michelin vendait l'envie de rouler. L'entreprise avait compris que pour vendre des pneus, il fallait d'abord que les Français aient envie de prendre la route, et que pour leur en donner envie, il fallait leur promettre qu'au bout de la route, il y aurait un bon dîner, un lit propre, un mécanicien en cas de panne. Michelin ne suivait pas le mouvement de l'automobile. Michelin le créait. C'était une entreprise qui fabriquait à la fois le pneu et le monde dans lequel ce pneu allait rouler. Et ce monde, désormais, n'allait plus cesser de grandir. Chapitre 3. Le diamant dans la pierre. Au tournant du XXe siècle, Michelin n'est plus une affaire familiale en convalescence. C'est une puissance. L'usine clermontoise, qui comptait à peine 500 salariés en 1903, en emploie 19 000 en 1926. En une génération, l'entreprise a multiplié ses effectifs par près de 40. Une telle croissance ne se nourrit pas toute seule. Elle a faim d'hommes. Et ces hommes, Michelin va les faire venir de loin. La main-d'œuvre du caoutchouc clermontois s'est construite, vague après vague, sur l'immigration. Des Italiens d'abord, fuyant la misère de leur péninsule.
des Polonais ensuite, des travailleurs venus d'Afrique du Nord, plus tard, des Portugais. C'est un creuset ouvrier, un mélange d'accents et de langues sur le sol des ateliers, qui a façonné Clermont autant que les Michelin eux-mêmes. L'historien André Guélin, qui a dirigé l'ouvrage de référence sur ces hommes, a raconté ce monde, ces ouvriers du pneu venus de toute l'Europe et de la Méditerranée, qui ont fait tourner les presses, mélanger la gomme, monter les carcasses, et dont les enfants et petits-enfants sont devenus, eux aussi, des gens de chez Michelin. Quand on regarde une usine, on voit des bâtiments. Mais une usine, ce sont d'abord des hommes. Et ces hommes-là venaient souvent de très loin pour bâtir la fortune d'une famille auvergnate. À la tête de l'entreprise, Édouard Michelin continue d'inventer. En 1937, il présente le pneu pilote, puis le métallique, premier pneu poids lourd à carcasse d'acier. L'homme a maintenant près de 80 ans, mais l'œil du peintre n'a rien perdu de son acuité. Il meurt en 1940, au moment où la France s'effondre sous l'invasion. La direction passe à son gendre, Robert Puiseux. Il faut s'arrêter un instant sur l'aventure Citroën, parce qu'elle dit beaucoup de l'ambition Michelin. Dans les années 30, le grand constructeur automobile André Citroën est au bord de la faillite. Michelin, son fournisseur de pneus, vole à son secours et rachète le constructeur en 1934 et 1935. Un fabricant de pneus qui rachète un fabricant de voitures. La logique est limpide. Plus il y a de Citroën sur les routes, plus il y a de pneus Michelin à vendre. C'est un Michelin, Pierre, qui prend alors la direction de Citroën. Et le destin, ici, se montre d'une cruauté qui glace. Pierre Michelin, l'homme placé à la tête d'un constructeur automobile, meurt dans un accident de la route en 1937. L'homme de l'automobile, tué par l'automobile. Puis vient la guerre, l'occupation, et avec elle, une menace mortelle pour une entreprise de caoutchouc. Le Japon, qui contrôlait les plantations d'EVA d'Asie, décrète l'embargo sur le caoutchouc naturel. Du jour au lendemain, Michelin est privé de sa matière première. Une entreprise de pneus sans caoutchouc, c'est une boulangerie sans farine. Beaucoup auraient sombré. Michelin, lui, s'adapte. Pour faire vivre ses ouvriers et garder ses ateliers en mouvement, l'entreprise se met à fabriquer tout autre chose. Des landaux, des semelles de chaussures, des imperméables, des jouets. Le géant du pneu se fait, le temps d'une guerre, marchand de la débrouille. Et derrière cette façade modeste, dans le secret des bureaux d'études, des hommes travaillaient à une invention qui allait, à elle seule, faire de Michelin le numéro 1 mondial. L'homme au cœur de cette invention n'était ni un ingénieur de grande école, ni un héritier. C'était un ouvrier. Il s'appelait Marius Mignol. Typographe de formation, autodidacte, c'est-à-dire un homme qui n'avait appris qu'à la force de sa propre curiosité, Édouard Michelin, de son vivant, l'avait remarqué presque par hasard. Il avait vu une règle à calcul que Mignol avait fabriquée lui-même, de ses propres mains, pour convertir rapidement les monnaies étrangères. Un ouvrier qui se construit ses propres instruments de calcul, ce n'est pas un ouvrier ordinaire. Édouard l'avait compris, et il avait eu cette phrase que l'on raconte encore chez Michelin. Il faut casser la pierre pour trouver le diamant qu'il y a à l'intérieur. Mignol fut sorti de l'atelier et envoyé à la recherche. C'est ce typographe autodidacte qui mit au point le prototype, vers 1941, que les ingénieurs maison surnommaient la cage à mouches. Derrière ce surnom modeste se cachait une rupture totale avec un siècle de fabrication. Jusque-là, on fabriquait les pneus en croisant les fils de la carcasse en diagonale. Mignol et l'équipe Michelin eurent une autre idée. Disposer ces fils non plus en diagonale, mais en rayon, perpendiculairement au sens de roulement, et les ceinturer d'acier. Cela paraît un détail d'ingénieur. C'était une révolution. Le pneu radial était né. Le brevet est déposé en 1946 et le pneu est commercialisé la même année sous un nom de 4 lettres qui allait conquérir le monde, le Michelin X. Et Michelin disposait d'un atout dont aucun concurrent ne bénéficiait. Il possédait toujours Citroën. Dès 1948, le radial équipe la 2 chevaux, la première voiture de série au monde à rouler sur des pneus radiaux. Pendant que les rivaux étrangers vendaient encore l'ancienne technologie, Michelin équipait déjà toute une France populaire en train de découvrir la liberté de l'automobile. Le radial poids lourd suit en 1952. Les chiffres parlaient d'eux-mêmes. Le radial pouvait tripler le kilométrage d'un pneu
tout en améliorant la tenue de route et la sécurité. Pour l'automobiliste, c'était comme passer d'un autre âge. Le monde entier finit par s'y rallier. Les constructeurs, les uns après les autres, se convertissent au radial. Et au cœur de cette conversion mondiale, il y avait un brevet français, sorti d'une usine auvergnate, conçu en partie par un ancien typographe qu'un patron peintre avait su voir là où les autres ne voyaient qu'un ouvrier parmi des milliers. Michelin, qui n'était au début du siècle qu'un fabricant provincial parmi d'autres, devenait le premier fabricant de pneumatiques de la planète. C'était une ascension presque sans précédent. Une famille, une ville, une matière, et 2 ou 3 idées géniales, le pneu démontable, bibendum, le guide, le radial, qui s'étaient enchaînés sur 2 générations comme les maillons d'une chaîne sans défaut. Tout dans cette histoire semblait monter. Les effectifs montaient, la technologie montait, le prestige montait, la ville elle-même montait, se gonflait, se remplissait d'ouvriers venus de partout. Et c'est précisément au moment où une entreprise touche les sommets qu'il faut commencer à regarder ce qu'elle a construit autour d'elle. Parce que Michelin n'avait pas seulement bâti des usines et des pneus. À Clermont-Ferrand, Michelin avait bâti des maisons, des écoles, des églises, des cliniques, des stades. Michelin avait fait naître des enfants entre ses murs et avait promis de veiller sur eux jusqu'à la tombe. Michelin n'était plus une entreprise dans une ville. Michelin était devenu la ville. Et c'est ce monde-là, ce monde entier né du caoutchouc, qu'il nous faut maintenant pénétrer. Chapitre 4. L'atelier. Le matin, à Clermont-Ferrand, ce n'était pas une horloge qui réveillait la ville, c'était une sirène. La sirène de l'usine, qui montait au-dessus des toits, par-dessus les cités ouvrières, par-dessus le puits de Dôme posé au loin comme un témoin patient. Elle ne sonnait pas pour quelques privilégiés, elle sonnait pour des dizaines de milliers de foyers à la fois. Et à son appel, toute une population se mettait en marche dans le même mouvement, à la même heure, dans la même direction. Des hommes, et des femmes aussi, sortant des maisons que l'entreprise avait construites, descendant des rues que l'entreprise avait nommées, pour rejoindre les ateliers où ils passeraient les 8 heures suivantes. C'était le rythme des 3-8. Une équipe entrait quand l'autre sortait, jour et nuit, sans interruption, comme un cœur qui ne s'arrête jamais. Un jeune homme arrivant pour sa première journée sentait l'usine avant même de la voir. Le caoutchouc a une odeur, chaude, lourde, un peu sucrée, un peu écœurante, une odeur qui s'accroche aux vêtements et aux cheveux, qui imprègne la peau, et que les Clermontois respiraient depuis si longtemps qu'ils ne la sentaient plus. Pour eux, c'était simplement l'odeur de chez eux, l'odeur de ce qui faisait vivre la ville. Devant le portail, il fallait pointer. La pointeuse enregistrait l'heure d'arrivée, à la minute près. On entrait dans un monde où le temps appartenait à l'entreprise. Et derrière le portail, l'échelle de la chose coupait le souffle. Des halles immenses, des kilomètres de chaînes, des machines hautes comme des maisons. Le sol vibrait. Le bruit était constant, ce bourdonnement sourd et continu des presses et des malaxeurs que l'on cessait d'entendre après la première semaine. Tout commençait par la matière brute, le caoutchouc, naturel ou de synthèse, qu'on mélangeait, qu'on pétrissait, qu'on chauffait dans d'énormes malaxeurs jusqu'à obtenir cette gomme noire et souple, prête à être travaillée. Une chaleur épaisse régnait dans ces ateliers de mélange. Les hommes y travaillaient dans la moiteur, surveillant des cuissons qui ne pardonnaient pas l'erreur. Plus loin, on construisait la carcasse, le squelette du pneu. Et c'est ici que l'invention de Marius Mignol prenait toute sa réalité quotidienne. Sur les chaînes du radial, les ouvriers disposaient les fils, posaient les ceintures d'acier, montaient cet objet d'une précision invisible que des millions d'automobilistes allaient ensuite user sans jamais y penser. Car c'était cela le savoir-faire Michelin. Un pneu paraît être une chose simple, ronde, noire, sans mystère. C'est en réalité l'un des objets les plus complexes que l'on produise en grande série, où chaque couche, chaque fil, chaque dosage de gomme compte. Et ce savoir-là ne se trouvait pas dans des livres. Il était dans les mains, dans les gestes appris d'un ancien par un plus jeune, transmis sur la chaîne, année après année, comme on transmet un métier. Au bout de la chaîne, après la cuisson finale dans les presses, le pneu sortait. Lisse, parfait, marqué du nom Michelin et de ce X qui avait conquis le monde,
Un objet né dans la sueur d'un atelier auvergnat et destiné à rouler sur toutes les routes de la planète. Il y avait, dans cette usine, un homme qui connaissait tout cela non pas depuis un bureau, mais depuis l'intérieur. Car le patron de Michelin, à l'apogée de l'entreprise, avait lui-même porté le bleu de travail. François Michelin, petit-fils de l'Édouard qui avait inventé le pneu démontable, était entré dans le groupe en 1951 sous une fausse identité. Sous un faux nom, comme un ouvrier anonyme parmi les autres, il avait passé 4 années à apprendre les métiers de la base, dans les ateliers, sans que ses camarades sachent qui il était. Un parcours initiatique, disait-on. Le futur maître de l'Empire avait d'abord voulu sentir l'odeur du caoutchouc dans ses propres vêtements. Cela aussi faisait partie du monde Michelin. L'idée que le patron devait avoir touché la matière, connu la chaîne, partagé la fatigue. C'était un paternalisme, oui, mais un paternalisme qui se voulait au contact. Et ce contact, l'entreprise ne l'arrêtait pas aux portes de l'atelier. Il s'étendait à la vie tout entière. Chapitre 5. Du berceau à la tombe. Pour comprendre Michelin à Clermont-Ferrand, il faut abandonner l'idée d'une usine, même grande. Michelin avait construit une civilisation. Quand les effectifs avaient explosé, 500 salariés en 1903, 19 000 en 1926, la ville n'avait pas pu loger ce flot d'hommes. Alors l'entreprise s'était mise à bâtir. Et elle avait bâti à une échelle qui dépasse l'imagination. Jusqu'à 500 logements par an dans les années 20, plus de 3500 maisons déjà construites vers 1926, et au total, près de 8000 logements jusqu'au début des années 80. Des cités entières, portant des noms qui sont restés dans la mémoire clermontoise. Chantrane, La Plaine, Chanturgue, Le Ressort, couvrant quelques 180 hectares dans cet espace que l'on appelait l'entre-deux-villes. Dans ces maisons, un détail dit tout. Elles ne comportaient pas de pièces de réception. Pas de salon où recevoir des amis, des camarades, des étrangers à la famille. Ce n'était pas un oubli, c'était un choix. On ne voulait pas que les ouvriers se réunissent chez eux, qu'ils discutent, qu'ils s'organisent à l'abri des regards. L'objectif, les historiens l'ont écrit sans détour, était d'établir une main-d'œuvre héréditaire. Des familles qui naîtraient Michelin, vivraient Michelin, mourraient Michelin, de génération en génération. On logeait l'ouvrier pour le tenir. Et l'on guidait son âme. Michelin, entreprise profondément catholique, avait édifié 2 églises au cœur de ces cités. Jésus ouvrier à La Plaine, Saint-Vincent de Paul à Chantrane. À La Plaine, les rues elles-mêmes prêchaient. Rue de la foi, rue du devoir, rue du courage. On y avait gravé dans la géographie de la ville les vertus que l'on attendait de l'ouvrier. La foi, le devoir, le courage. C'était la vitrine sociale de l'entreprise, le visage qu'elle voulait montrer au monde. Mais le monde Michelin, ce n'était pas que du contrôle. C'était aussi, il faut le dire avec honnêteté, une protection que peu d'ouvriers connaissaient ailleurs en France. L'entreprise avait sa clinique et sa maternité. On naissait Michelin, littéralement. Elle avait ses soins dentaires, sa maison de repos, son sanatorium, son service d'assistance sociale. Elle avait ses écoles, qu'elle le céda à l'Éducation nationale qu'en 1968. Elle avait ses coopératives d'alimentation, ses magasins, ses bains-douches dès 1911, ses foyers pour les célibataires. Elle avait un restaurant qui servait environ 700 repas par jour, un système de participation aux bénéfices existait dès 1898, 40% des ouvriers en profitaient déjà en 1928, et un service médical fonctionnait depuis 1902. Du berceau à la tombe, l'expression n'était pas une image, c'était une description. Il y avait même le sport. En 1911, dans un esprit hygiéniste, un ouvrier sain travaille mieux, naît l'association sportive Michelin, fondée par Marcel Michelin. Cette association, devenue montferrandaise, est à l'origine de l'ASM Clermont, l'un des plus grands clubs de rugby de l'histoire de France. Et le stade où ce club joue encore aujourd'hui porte toujours le nom de Marcel Michelin. Quand des dizaines de milliers de supporters chantent dans ces tribunes, ils chantent, sans toujours le savoir, dans un monument élevé par le caoutchouc. Cette main-d'œuvre, rappelons-le, était venue de partout. Des familles italiennes, polonaises, nord-africaines, portugaises, qui avaient fait souche à Clermont,
dont les enfants étaient nés à la clinique Michelin, avaient étudié à l'école Michelin, joué au stade Michelin et étaient entrés à l'usine Michelin à leur tour. Mon père travaillait ici, mon grand-père travaillait ici. À Clermont, cette phrase n'était pas de la nostalgie, c'était la norme. Mais ce monde clos avait son revers, et il portait un nom. L'omerta, la loi du silence. Chez Michelin, on ne se plaignait pas, on ne contestait pas, on ne parlait pas aux journalistes. Le taux de syndicalisation n'était que de 4%. 4%, dans l'une des plus grandes entreprises industrielles du pays. Odile Saugue, qui devint députée après avoir passé 25 ans dans l'usine, l'a résumé en une phrase. Chez Michelin, c'est l'omerta. Les gens se taisent pour éviter les ennuis. Et un ouvrier, à la même époque, refusait de donner son nom à un journaliste. Sinon, je serais convoqué dans le bureau du chef d'atelier. Voilà ce qu'était le pacte. L'entreprise donnait tout. Le logement, les soins, l'école, le pain, le sport, presque le sens de la vie. En échange, elle demandait le silence et la fidélité. Pendant des décennies, ce pacte a tenu. Il tiendrait jusqu'au jour où l'entreprise cesserait, elle, de tenir sa part. Chapitre 6. Le royaume du caoutchouc. L'homme qui a conduit Michelin à son sommet n'aimait pas la lumière. François Michelin, né le 15 juin 1926, orphelin à 10 ans, formé incognito dans les ateliers, devint co-gérant en 1955, puis gérant unique à partir de 1959. Il allait diriger le groupe pendant environ 44 ans. 44 ans à la tête d'une commandite, c'est-à-dire avec un pouvoir presque absolu et une fortune personnelle engagée. On l'a surnommé le patron le plus secret de France. Il fuyait la presse, refusait les honneurs, cultivait une foi catholique fervente et un style de commandement qui se voulait sans hiérarchie inutile. De lui, on a retenu quelques formules, répétées comme des maximes dans toute l'entreprise. L'entreprise est élue tous les jours par ses clients. Le seul vrai patron, c'est le client. Sous cet homme discret, Michelin a accompli une chose immense. À son arrivée aux commandes, le groupe n'était que le 10e fabricant de pneumatiques du monde. Le 10e. À sa sortie, c'était le premier. De la 10e à la première place mondiale, voilà le bilan d'une vie. Et cette conquête, on peut la mesurer en usines. Entre 1960 et 1979, Michelin a ouvert 25 usines. 25, en moins de 20 ans. L'entreprise auvergnate plantait son drapeau de caoutchouc sur les continents. Le coup le plus spectaculaire fut la conquête de l'Amérique. Le marché automobile américain était le plus grand du monde et il était tenu par des géants nationaux. En 1990, Michelin rachète l'américain Uniroyal Goodrich. D'un seul mouvement, l'entreprise de Clermont devient le numéro 1 mondial du pneumatique, présente au cœur même du plus vaste marché de la planète. Un fabricant français au sommet de l'industrie mondiale. Pour mener cette bataille américaine, François Michelin avait su s'entourer de jeunes talents. C'est lui qui avait recruté, dès 1978, un jeune dirigeant promis à une carrière retentissante, Carlos Ghosn, qui jouerait un rôle majeur dans l'aventure nord-américaine du groupe avant de devenir, bien plus tard, l'un des patrons les plus connus et les plus controversés de l'industrie automobile. Et Michelin ne cessait pas d'inventer. En 1993, l'entreprise lance le pneu vert, un pneu conçu pour réduire la résistance au roulement et donc la consommation de carburant. À une époque où presque personne ne parlait d'écologie automobile, Michelin avait déjà compris que l'avenir du pneu se jouerait aussi sur la sobriété. L'esprit d'Édouard, l'esprit de Mignol, cette manière de voir une révolution, là où les autres ne voyaient qu'un objet banal, vivait encore. Au-delà des chiffres et des usines, il y avait le prestige. Le nom Michelin était devenu l'un des plus grands noms industriels français, à l'égal des plus illustres. Bibendum, le bonhomme blanc, était connu de Tokyo à New York. Le guide rouge faisait et défaisait les réputations des plus grands restaurants du monde. Recevoir 3 étoiles Michelin était devenu, pour un chef, la consécration suprême. Les cartes Michelin guidaient des générations de Français sur les routes des vacances. L'entreprise n'était plus seulement un fleuron industriel. Elle était entrée dans la culture, dans le quotidien, dans l'intimité même des familles françaises. Il n'était pas une voiture, pas une cuisine, pas une bibliothèque où ne se trouva, quelque part, un objet portant ce nom. C'était cela, le royaume du caoutchouc à son zénith.
Une entreprise familiale auvergnate devenue empire planétaire, première de sa catégorie sur Terre, capable de loger ses ouvriers, de soigner leurs enfants, de nourrir une ville et de faire rêver tout un pays. Tout, absolument tout, semblait au plus haut. Et c'est précisément cela qui rend la suite si difficile à regarder. Chapitre 7. Le sommet. Si l'on devait poser le doigt sur le sommet de la montagne, on le poserait au début des années 80. À ce moment-là, Michelin emploie à Clermont-Ferrand, selon les sources et les années, entre 28 000 et 30 000 personnes. Une seule ville, une seule entreprise, 30 000 destins. La sirène réglait encore la vie de toute une agglomération. Les cités étaient pleines. Les écoles, les cliniques, les stades tournaient à plein. Et au-dessus de tout cela, le groupe marchait vers la première place mondiale qu'il atteindrait pour de bon avec l'Amérique. Un Français dirigeait, depuis une ville du Massif central, le premier fabricant de pneus de la planète. Vu de l'extérieur, c'était un triomphe sans ombre. La presse économique célébrait l'exemple Michelin, l'entreprise familiale qui avait battu les géants, le patron secret qui ne devait rien à personne, le génie français du caoutchouc. Les responsables politiques venaient saluer le fleuron. Personne, en regardant Clermont-Ferrand au début des années 80, n'aurait imaginé que l'on parlerait un jour de cette ville au passé. Et pourtant, c'est toujours au sommet que l'air commence à manquer. Au moment même où Michelin atteignait sa plus grande taille à Clermont, le monde autour d'elle était en train de se refaire. Les chocs pétroliers avaient déjà ébranlé l'industrie occidentale. La concurrence montait, venue d'Asie, avec d'autres coûts et d'autres règles. Et à l'intérieur même de l'entreprise, une mécanique silencieuse s'était mise en marche. Un ouvrier, des années plus tard, en donnera la mesure d'une formule glaçante. À partir de 1983, dira-t-il, Michelin est passé de 32 000 à 15 000 salariés au fil de 8 plans sociaux successifs. 32 000 à 15 000. La moitié de la ville-usine, effacée, plan après plan, année après année. Sans bruit, parce que le patron expliquait que c'était pour sauver l'entreprise et parce que l'omerta faisait le reste. Mais cela, les hommes qui se pressaient le matin vers les ateliers, au sommet de la gloire, ne le savaient pas encore vraiment, ou ne voulaient pas le savoir. Ils avaient un emploi à vie, croyaient-ils, une entreprise qui les avait toujours protégés, un nom qui semblait éternel. Ils étaient debout sur le point le plus haut qu'une entreprise française du caoutchouc ait jamais atteint. Et debout sur ce sommet, dans le bruit familier des presses et l'odeur familière de la gomme, personne, à l'intérieur de ces murs, ne pouvait voir le monde qui allait se refaire autour d'eux. Ni deviner que la première promesse à se briser ne serait pas celle d'un concurrent ou d'un ministre, mais celle de l'entreprise elle-même. Chapitre 8. Le péché originel. La promesse s'est brisée un mercredi. Le 8 septembre 1999, Michelin présente ses résultats du premier semestre. Le bénéfice net a bondi de 17,3%, une santé éclatante. Et le même jour, dans le même mouvement, l'entreprise annonce un plan de 7 500 suppressions de postes en Europe sur 3 ans, 10% de ses effectifs, afin, dit-elle, d'améliorer sa productivité d'au moins 20%. Des bénéfices en hausse et des emplois en moins. Le même jour, dans le même communiqué. Le lendemain, le 9 septembre, l'action Michelin s'envole à la Bourse de Paris. Plus 12,56%. La sanction du marché n'était pas une punition. C'était une récompense. Plus on annonçait de licenciements, plus le titre montait. Ce jour-là, un mot est entré dans le vocabulaire des Français. Le licenciement boursier. L'idée que l'on pouvait gagner de l'argent en supprimant des emplois rentables. Pour la France ouvrière, c'était une bascule morale. Quelque chose venait de se rompre qui ne se réparerait plus. Et il s'est produit alors une chose qu'on n'avait jamais vue à Clermont-Ferrand. La ville du silence a parlé. Dans cette entreprise où le taux de syndicalisation plafonnait à 4%, où l'omerta tenait lieu de loi, 4000 salariés sont descendus dans la rue le 21 septembre. 4000. Un chiffre énorme pour une intersyndicale qui n'osait espérer la moitié. Et dans un geste qui disait tout,
ils ont symboliquement rebaptisé l'avenue Édouard Michelin. Ils l'ont appelée rue du plein emploi. Les enfants du paternalisme retournaient le nom du fondateur contre l'entreprise qui les avait élevés. Le pays entier s'en mêle. Le 13 septembre, au journal télévisé de France 2, le Premier ministre Lionel Jospin qualifie la décision de choquante et appelle les salariés à se mobiliser. Le 27 septembre, devant les parlementaires de son camp, il va plus loin. Il est inadmissible d'annoncer des bénéfices substantiels et en même temps de demander à l'État de payer sur fonds publics une partie des restructurations. Mais c'est une autre de ces phrases, prononcée dans ce contexte, qui est restée dans toutes les mémoires comme l'aveu d'une impuissance. L'État ne peut pas tout. 4 mots qui résument la découverte amère de toute une génération. Que le pouvoir politique, face à une décision d'entreprise, ne pouvait ou ne voulait plus grand-chose. De cette colère naîtra le débat sur ce qu'on a appelé l'amendement Michelin. Conditionner les aides publiques, pénaliser les entreprises prospères qui licencient. Une disposition en ce sens, votée dans la loi de modernisation sociale de 2001, sera censurée par le Conseil constitutionnel au nom de la liberté d'entreprendre. Un ouvrier, à l'époque, a livré le contexte que les chiffres officiels ne disaient pas. Depuis 1983, expliquait-il, Michelin est passé de 32 000 à 15 000 salariés, avec 8 plans sociaux. On n'a rien dit, car le patron nous expliquait que c'était pour sauver l'entreprise. Mais ces suppressions d'emplois, annoncées à la presse le jour même où l'on apprenait la progression record des bénéfices, ça ne passe pas. Voilà ce qui s'était brisé. Pas l'emploi seulement, la confiance. Le vieux pacte qui disait « Taisez-vous, soyez fidèles, et nous veillerons sur vous ». Ce pacte venait de mourir en public. Et il faut noter la coïncidence de calendrier, car elle a quelque chose de symbolique. C'est cette même année 1999 que François Michelin, le patriarche, passe la main à son fils Édouard. La transmission se fait par une formule de marine, sobre et lourde. « Édouard, à toi le soin ». Le père remettait le gouvernail au fils au moment précis où la tempête se levait. Chapitre 9. Les premières fermetures. Le fils n'aura pas le temps. Édouard Michelin, né en 1963, dirige le groupe pendant 7 ans. Puis, le 26 mai 2006, il se noie dans le naufrage d'un bateau de pêche, le Liberté, au large de l'île de Sein. Il avait 42 ans. Une mort brutale, absurde, en mer, comme celle de Pierre Michelin sur la route 70 ans plus tôt. L'histoire de cette famille semblant à intervalles réguliers payer un tribut au mouvement. Michel Rollier, un cousin qui ne portait pas le nom, assure la transition. Puis, le 11 mai 2012, pour la première fois de son histoire, Michelin se donne un dirigeant étranger à la famille. Jean-Dominique Senard, diplômé d'HEC, passé par Saint-Gobain, Péchinet et Alcan, entré chez Michelin comme directeur financier. Un homme salué pour son sens du dialogue social. Et c'est pourtant sous des hommes réputés humanistes que les usines, une à une, vont tomber. La première à tomber porte un autre nom que Michelin. C'est l'usine Kléber de Toul, en Meurthe-et-Moselle, en Lorraine. Annoncée dès 2007, sa fermeture devient effective en 2009. 826 salariés. Le directeur du site, Henri de la Gravière, la juge inéluctable. On n'a pas le choix, dit-il. La direction explique que les coûts de production y sont plus de 50% supérieurs à ceux des concurrents asiatiques, dont les volumes importés ont bondi de 70% en 5 ans. La ministre de l'économie de l'époque, Christine Lagarde, évoque l'exiguïté du site et les 45 millions d'euros qui y avaient pourtant été investis. Mais sur le terrain, le délégué FO Jacques Auxerre ne croit pas à la fatalité. Cela fait 2 ou 3 ans que l'on sait que le site va fermer. La direction est fautive. Ils ont laissé mourir l'usine. Et son collègue Yves Léonet mesure ce qui disparaît avec elle. Avec la fermeture de Toul, c'est bientôt la disparition de la marque Kléber dans les pneumatiques. Michelin promet à chaque salarié 2 postes ailleurs, dans l'une de ses 16 usines françaises. La promesse, déjà, devient une figure récurrente du récit. 4 ans plus tard, c'est un joyau qui tombe. Le 9 juin 2013, Michelin annonce l'arrêt de l'atelier poids lourd de Joué-les-Tours, en Indre-et-Loire.
730 suppressions sur les quelques 900 salariés du site. Là encore, l'annonce intervient alors que le groupe vient de publier des résultats en hausse de 24%. Le licenciement boursier, de nouveau. Et la méthode choque autant que la décision. Annonce par voie de presse, élus locaux tenus à l'écart. La sénatrice Marie-France Beaufils dénonce une méthode particulièrement violente. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, lâche une phrase qui restera. Pour Tours, c'est une déflagration, mais pour d'autres sites, c'est un renforcement indéniable. La colère du délégué CGT Claude Guillon est immédiate. Un fantoche comme Montebourg qui ne fasse pas le déplacement à Tours. Pour adoucir le coup, Michelin promet beaucoup. 800 millions d'euros d'investissement en France entre 2013 et 2019. 100 millions pour doubler la capacité d'une autre usine, présentée comme l'avenir, la Roche-sur-Yon en Vendée. Des centaines d'emplois recréés. Retenez ce nom, la Roche-sur-Yon, car il reviendra et il fera mal. Mais derrière les chiffres, il y a des vies. Sur les 906 personnes de jouer, 200 restent sur place. 159 rejoignent d'autres sites. 380 partent en pré-retraite à 58 ans. 167 quittent l'entreprise. Le dernier pneu poids lourd sort de jouer en décembre 2014. Pascal, 53 ans, dont 35 passés chez Michelin, dit simplement « On voit sa vie basculer. J'ai tout donné pour la boîte. » Yves, lui, avait déjà vécu la fermeture de Poitiers en 2005. « J'ai vu des mecs pleurer sur mon épaule à Poitiers. Et là, ça va recommencer. » En 2016, le Conseil de prud'homme de Tours jugera 57 de ces licenciements sans cause réelle et sérieuse et condamnera Michelin à verser environ 1 300 000 €. La justice, parfois, donne raison aux ouvriers. Trop tard pour allumer une chaîne. Chapitre 10. La promesse trahie. Souvenez-vous de la Roche-sur-Yon. L'usine vendéenne que Michelin présentait, en 2013, comme la solution compétitive, l'avenir, le site vers lequel on transférait de l'espoir et des emplois. 6 ans plus tard, cet avenir-là ferme à son tour. La fermeture est annoncée en 2019, effective fin 2020. Plus de 600 emplois. Et le plus cruel, c'est que certains salariés de Jouet avaient accepté la mutation vers La Roche. Ils avaient cru à la promesse, déménager leur famille, recommencer ailleurs. Et ils revivaient, 6 ans plus tard, exactement le même drame. David, ancien de Jouet, ne cache pas son amertume. « Je suis dégoûté, parce qu'ils font des promesses qu'ils ne tiennent pas. C'était pareil à Jouer les Tours. C'est la même histoire. Je ne crois plus à l'avenir de Michelin. C'est fini. » C'est ici, à La Roche-sur-Yon, que se trouve le cas le plus précis, le plus documenté, le seul que l'on puisse établir sans l'ombre d'un doute. Et il faut le dire avec exactitude, parce que c'est sa précision qui fait sa force. En 2016, Michelin perçoit 17 millions d'euros au titre du crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, le CICE, cet argent public destiné à soutenir l'industrie française. De cette somme, 4 300 000 € sont fléchés vers l'usine de La Roche-sur-Yon pour acheter des machines et l'agrandir. De l'argent public pour moderniser une usine française. En 2018, l'opération est gelée. En 2019, la fermeture est annoncée. Fin 2020, l'usine ferme. Et les machines, celles que l'argent public avait payées, sont chargées sur des camions et partent. En Espagne, en Italie, en Pologne. Devant la commission d'enquête du Sénat, le 18 mars 2025, le rapporteur Fabien Gay résume le scandale en 2 phrases, plus tranchantes qu'aucun réquisitoire. 2 machines, achetées avec le CICE, sont montées. Les 6 autres sont restées dans des cartons et parties dans des usines en Espagne ou ailleurs. Des machines payées par le contribuable français, jamais déballées, expédiées à l'étranger. Le PDG d'alors, Florent Ménegaud, finit par le concéder lui-même. Si le CICE n'a pas servi aux machines qui sont restées en France, il ne serait pas anormal qu'on le rembourse. Et c'est ce qui arrive. Le 11 décembre 2025, Michelin rembourse volontairement les 4 300 000 € à l'État.
Mais l'honnêteté exige de ne pas en faire plus que ce que les faits permettent, et c'est important. Ce remboursement intervient tard, fin 2025, et sous pression. Après le rapport d'une commission d'enquête sénatoriale, après un reportage télévisé qui avait exposé l'affaire au grand public. Ce n'est pas un geste spontané, c'est un geste contraint. Par ailleurs, le CICE, légalement, n'imposait aucune condition, aucun fléchage. Michelin n'avait pas l'obligation de garder ses machines en France. Et il faut entendre les nuances, y compris venues des syndicats. Le délégué CFDT Laurent Bador le dit honnêtement. Je n'ai aucune preuve que Michelin a été malhonnête. Rappelant que d'autres aides publiques ont, ailleurs, maintenu des emplois de recherche. Le délégué CGT Romain Bassiac, lui, tranche autrement. On appelle ça un don, mais c'est plutôt rendre l'argent que Michelin avait volé à l'État français. Entre ces deux phrases, il y a tout l'espace du débat. Le fait, lui, est établi. Pour La Roche-sur-Yon, et pour La Roche-sur-Yon seulement, la chaîne est complète. Argent public, modernisation promise, fermeture, machine partie à l'étranger. Le reste du récit, il faudra le manier avec plus de prudence. Chapitre 11, 5 novembre. Le 5 novembre 2024. Ce jour-là, Michelin annonce la fermeture de 2 nouvelles usines. Cholet, en Maine-et-Loire, 955 salariés qui fabriquaient les petits pneus de camionnettes. Vannes, dans le Morbihan, 299 salariés qui produisaient les renforts métalliques des pneus assemblés ailleurs. 1254 emplois. En un communiqué. C'était les 5e et 6e usines Michelin à fermer en France en 20 ans. Les raisons invoquées sont réelles, et il faut les énoncer. L'effondrement des marchés. À Cholet, les volumes étaient passés de plus de 4 millions d'unités en 2019 à un peu plus de 2 millions en 2024. La concurrence asiatique à bas prix. L'inflation. Le coût de l'énergie en Europe. Le PDG Florent Mennegaud le dit dans les termes de la nécessité. C'est l'effondrement de l'activité qui a provoqué cette situation, et je veux dire à tous ces salariés que nous ne laisserons personne au bord du chemin. Sur le terrain, le choc est brutal. Le délégué CFDT Laurent Bador parle d'un choc terrible, et rappelle des mois, des années d'alerte. 500 personnes manifestent à Clermont. 7 grévistes de Cholet seront traînés en justice par leur propre direction. Et c'est là que se pose la question qui a fait scandale. Parce qu'au moment où Michelin fermait Cholet et Vannes, l'entreprise n'allait pas mal. Elle allait bien, très bien. Voici les chiffres, exacts. Pour l'exercice 2024, Michelin réalise un bénéfice net mondial d'1,9 milliard d'euros. La même année, le groupe verse à ses actionnaires un dividende record de 974 millions d'euros, 1,38 € par action. Ajoutez les rachats d'actions, eux aussi records, 666 millions d'euros, et le total atteint 1,464 milliard d'euros. Selon le syndicat CFE-CGC, c'est la première fois dans son histoire que le groupe dépasse, et très largement, le milliard d'euros distribués aux actionnaires. 87% du bénéfice de l'année, quand la moyenne des grandes entreprises du CAC 40, pourtant déjà élevée, tourne autour de 71%. À l'Assemblée nationale, le député Mathias Tavel résume crûment « Licencier 1300 personnes et empocher 1,4 milliard ». Mais l'honnêteté oblige à présenter aussi la défense de Michelin et à corriger un raccourci. D'abord, le chiffre d'1,4 milliard additionne les rachats d'actions et les dividendes. Le dividende seul, c'est 974 millions. Ensuite, Michelin objecte que ses bénéfices et cette rémunération du capital sont mondiaux, tandis que ses activités industrielles en France, elles, sont déficitaires. L'entreprise rappelle que les dividendes ne représentent qu'environ 11% de la valeur qu'elle crée, contre 64% qui vont aux salariés. Et il faut le reconnaître, sur la foi des documents disponibles, on ne peut pas affirmer que les usines françaises fermées étaient rentables. La concomitance des profits records et des licenciements est, elle, un fait. Le lien de cause à effet est, lui, un sujet de débat. Aux spectateurs de juger. Puis vient encore un plan. Le 28 mai 2025, Michelin annonce vouloir supprimer jusqu'à 1500 postes supplémentaires en France d'ici 2029, sur la base, dit la direction, du seul volontariat. Le syndicat CFE-CGC s'étonne. Les résultats français, dit-il, sont bons. L'intersyndicale dénonce une priorité donnée aux actionnaires, pointant un programme de rachat d'actions de 2 milliards d'euros.
Et au début de l'année suivante, le 24 janvier 2026, à l'autre bout du monde, Michelin inaugure à Shanghai une usine que l'entreprise présente comme son « usine du futur ». Un pneu produit toutes les 36 secondes, environ 70% de la production consacrée aux véhicules électriques. Il faut être précis ici et ne pas céder à la facilité. Aucune machine de Cholet n'est partie à Shanghai. Cholet fabriquait des pneus de camionnettes. L'usine chinoise produit pour le marché chinois. Le lien que l'on serait tenté de tracer, on ferme en France pour ouvrir en Chine, n'est pas établi. C'est une juxtaposition, pas une preuve. Mais la juxtaposition, elle, est saisissante. Pendant qu'on fermait dans l'ouest de la France, Michelin inaugurait, à l'autre bout du monde, son usine la plus moderne. Non pas avec les machines de Cholet, mais pour un autre marché, un autre continent, un autre avenir. Chapitre 12. L'après. Que reste-t-il aux hommes après ? Pour beaucoup, la pré-retraite à 58 ans. Pour d'autres, la mutation à des centaines de kilomètres, le déménagement, la famille déracinée. Pour d'autres encore, la reconversion promise qui, souvent, ne vient jamais vraiment. Lors des dernières fermetures, Michelin a chiffré l'accompagnement. 12% de mobilité interne, 15% de pré-retraite, 73% de mobilité externe, une indemnité de 40 000 € bruts pour qui acceptait de partir ailleurs. Des chiffres. Derrière chacun, un homme qui avait cru avoir un emploi à vie. Et il y a une douleur particulière dans cette histoire, celle de la répétition. Les ouvriers de Poitiers, fermés en 2005, retrouvés à Joué, fermés en 2014. Les ouvriers de Joué, mutés à La Roche, fermés en 2020. Le même homme parfois, ayant vécu 2 fois, 3 fois, le même deuil. C'est la même histoire, disait David. Il avait raison. C'était à chaque fois la même histoire. Que reste-t-il aux villes ? Des friches. À Joué-les-Tours, 22 hectares ont été déconstruits, dépollués pour environ 22 millions d'euros et sont longtemps restés vides. Un grand projet de quartier doit s'y élever, étalé jusqu'en 2040. Des bureaux, des logements, la promesse de milliers d'emplois nouveaux. La promesse encore. Là où des hommes faisaient des pneus, on construira peut-être des bureaux. Là où la sirène sonnait, il y aura peut-être un jour des écrans et des open spaces. Les villes apprennent à vivre après l'usine. Elles n'oublient pas pour autant ce qu'elles ont perdu. Et puis il y a Clermont-Ferrand. Car l'histoire de Michelin n'est pas celle d'une mort, mais celle d'un rétrécissement. Le groupe est toujours là, vivant, profitable, premier employeur de sa région. Mais la ville-usine, qui comptait jusqu'à 30 000 salariés Michelin au début des années 80, en compte aujourd'hui environ 10 000. Et parmi eux, une majorité de cadres, d'ingénieurs, de chercheurs. Les bras ont cédé la place aux têtes, les ateliers aux laboratoires. C'est peut-être cela au fond, la trahison la plus discrète. Non pas que Michelin ait disparu, mais que Michelin soit resté, prospère, mondial, brillant, en laissant derrière lui en France une traînée d'usines éteintes et d'hommes qui avaient donné leur vie à un nom qui, désormais, gagne son argent ailleurs. Chapitre 13. Ce qui reste. Le nom, lui, n'a pas bougé. Il est toujours là, sur les flancs des pneus qui roulent sur toutes les routes du monde. Sur la couverture roule du guide que des familles rangent encore dans le vide-poche de la voiture. Sur la silhouette ronde et blanche d'un bonhomme né d'une pile de pneus à la foire de Lyon il y a plus d'1 siècle. Bibendum sourit toujours. Le royaume du caoutchouc tient toujours debout. C'est ce qui rend cette histoire si difficile à raconter d'un seul mot. Ce n'est pas l'histoire d'une faillite. Ce n'est pas l'histoire d'un géant abattu par la mondialisation, comme tant d'usines françaises qui n'ont pas survécu. C'est l'histoire d'un vainqueur, d'une entreprise qui a gagné l'Amérique, gagné le monde, gagné la première place, et qui, en gagnant, a refermé une à une les portes des ateliers où tout avait commencé. Toul, Joué, La Roche, Cholet, Vannes. 5 noms de villes françaises, 6 usines sur 20 ans. Et il faut jusqu'au bout rester juste. Tout n'est pas prouvé,
Le récit qui voudrait que Michelin ait pris l'argent public pour fermer et délocaliser n'est entièrement établi que pour un seul site, La Roche-sur-Yon, ces machines payées par le contribuable et parties dans des cartons vers l'Espagne. Pour le reste, il y a des faits, des concomitances, des chiffres troublants, 1 milliard versé aux actionnaires l'année où l'on ferme 2 usines, et la réponse constante de l'entreprise. Nos bénéfices sont mondiaux, nos usines françaises ne l'étaient plus. Le spectateur a maintenant les éléments. Il jugera mieux que personne ne pourrait juger à sa place. Mais une chose, elle, ne se discute pas. Ce sont des mains qui ont bâti tout cela. Des mains françaises, italiennes, polonaises, nord-africaines, portugaises. Des hommes et des femmes qui sont arrivés un matin devant ces grilles, qui ont senti l'odeur de la gomme, qui ont appris un métier et qui l'ont transmis. Pascal, qui avait tout donné à la boîte. David, qui n'y croyait plus. L'ouvrier anonyme qui se taisait pour ne pas être convoqué dans le bureau du chef d'atelier. Ils ont fait la fortune d'un nom. Et ce nom, aujourd'hui, prospère loin d'eux. La sirène ne sonne plus à Toul, ni à Joué, ni à La Roche. Elle se taira bientôt à Cholet et à Vannes. Le caoutchouc continuera de couler, ailleurs, sous d'autres cieux. Mais dans ces villes de l'Ouest et de la Lorraine, dans ces ateliers où le silence a la mauvaise forme, il restera longtemps le souvenir d'un temps où l'on fabriquait, ici, le pneu sur lequel roulait la France.